Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Croco Hebdo, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de votre magazine dédié à l'actualité du Nîmes Olympique, premier lundi du mois de juin, période de vacances pour les footballeurs professionnels qui vont prendre quelques semaines de repos avant la reprise qui sera fixée au cours de la seconde quinzaine du mois de juin. Les internationaux bénéficiant d'une semaine supplémentaire, en tout cas un petit peu le temps de se reposer, de se rafraîchir, de se vider les têtes après l'intensité des derniers matchs de la saison qui s'est achevée le dernier week-end de Pentecôte et l'occasion également de déjà penser et préparer la saison 2012-2013 pour le Nîmes Olympique. Ce sera en Ligue 2 bien évidemment. Après ce titre de champion de France de national acquis sur la pelouse de Vannes, c'était le samedi 26 mai. Après un match nul, un but partout, on va avoir l'occasion d'y revenir dans cette émission, mais également d'évoquer la saison prochaine aux côtés du nouvel entraîneur du Nîmes Olympique qu'on a le grand plaisir de recevoir et d'accueillir ce soir sur notre plateau pour la première fois sur Télé Sud. Victor Zenka, bonsoir. Ouais, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer avec vous justement l'avenir, l'intersaison et la préparation de cette QV 2012-2013 avec les 80 ans du football professionnel, la LFP, qui met ses habits de lumière pour cette QV 2012-2013. Ça représente quoi pour vous en tant qu'entraîneur et ancien joueur justement ces 80 ans de foot professionnel en France? Ça montre que le football français va bien, que le football avance. Et puis c'est vrai que avec ce championnat de Ligue 1 qui est intéressant avec ce qui s'est produit cette année avec la grosse surprise de Montpellier qui gagne ce championnat, la Ligue 2 qui tous les ans s'améliore puisque beaucoup de clubs de Ligue 1 descendent, ne remontent pas tout de suite. Et puis des clubs qui étaient en national comme Nîmes et Niort, qui ont été professionnels et qui ont joué en Ligue 1, réapparaissent en Ligue 2. Donc un championnat qui sera de très bonne qualité. On aura l'occasion de le constater tout à l'heure dans cette émission avec la présentation des différentes équipes qui seront en lice dans ce championnat de Ligue 2 face au Nîmes Olympique. Face à vous, Victor, on retrouve nos consultants de choc traditionnellement installés sur ce plateau. Ils sont fidèles aux commentaires, ils sont fidèles également pour les deux dernières émissions Croco Hebdo de cette saison 2011-2012, puisque nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission bilan de cette édition de Croco Hebdo. Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous, fidèle, avec quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, Victor Zenka. Vous avez eu très souvent l'occasion de le croiser sur les terrains. Oui, effectivement. Et puis on s'est croisé aussi samedi, puisqu'on était avec les anciens de Nîmes. On a fait un tournoi, le blé qui lève, pour les enfants dans les hôpitaux. Et donc j'ai eu la surprise, mais j'étais pas trop étonné, puisque je sais qu'il est souvent présent avec les anciens de Marseille. Donc on s'est salué, on a pris une photo ensemble. Donc le monde est très petit. Et je lui souhaite bienvenue à Nîmes Olympique, bienvenue chez nous. Et puis à vos côtés, Olivier Martinez, toujours fidèle au poste. Bonsoir Olivier. Salut grand chef. Je tiens à féliciter pour cette belle feria que tu as su nous faire vivre, c'était parfait. Et aussi félicitations pour le joli plateau que vous nous avez concocté dimanche soir avec l'équipe du Nîmes Olympique dans les jardins de l'Impérator. C'était aussi un moment plaisant que de partager ça avec les joueurs moins de 24 heures après le titre de champion. Olivier. Sous la pluie, mais c'était bien qu'ils marquent le coup et ils l'ont fait, donc voilà, c'est sympa eux. Chapeau. Il ne pleuvait pas à Vannes la veille au soir, samedi 26 mai pour le dernier match de la 38e journée. Un match nul, un but partout et puis surtout un point qui permet aux Nîmois de ravir cette première place. Ils n'ont été que 13 fois sur le podium au cours de cette saison nationale. Ils finissent en tête du championnat, notamment grâce à cette réalisation de Seydou Koné à la 19e minute de jeu. Frappe toujours très spectaculaire de la part du goléador nîmois. Et puis l'égalisation vanetaise qui va intervenir dans les derniers instants de la partie après plusieurs sauvetages. Ce but à la 86e minute pour Vannes. La bonne nouvelle aussi, Christophe, oui. Excusez-moi, c'est qu'on va avoir des belles images l'année prochaine. On retrouve enfin les belles images. Parce qu'on a eu une année difficile en national où on a du mal à trouver des images. Et c'est vrai que souvent on nous reprochait qu'il n'y avait pas assez d'images dans l'émission. Mais malheureusement, c'est pas évident de fournir et de produire des images de qualité. Et donc l'année prochaine, on retrouve de
très très bonnes images. Et il nous était pas toujours possible de faire les déplacements comme on a pu vous le proposer quelquefois du côté de Bayonne ou encore du côté de Luzenac. Le national appartient quasiment au passé. On va quand même revoir les résultats de cette 38e et dernière journée de championnat avec le match nul du Nîmes Olympique, un but partout sur la pelouse de Vannes. Score identique entre Quevilly et Orléans, un but partout. Beauvais l'emporte 2-0 face à Bayonne. New York crée la surprise sur la pelouse d'Ange Casanova en emportant 1-0 sur le terrain du Gazélec. Colmar l'emporte 1-0 face à Épinal. Luzenac s'impose 2-0 face au Paris FC. Cherbourg l'emporte 1-0 face à Créteil à l'extérieur. Le Port-et-Survie enfonce définitivement Martigues 5-0. C'était le carton de cette journée, un partout donc entre Vannes et Nîmes. Le Red Star l'emporte 3-2 comme à son habitude cette année, équipe redoutable à l'extérieur, 3-2 sur la pelouse de Fréjus-Saint-Raphaël. Enfin, beaucoup de buts sur la pelouse de Besançon, équipe également condamnée, avec une défaite de Besançon 4-5 face à Rouen. 30 buts auront été marqués au cours de cette journée nationale. Ça a été une constance autour de ces équipes, Victor Zwenka. Est-ce que vous avez été un petit peu étonné en analysant cette saison du côté prolifique qu'on a pu voir cette année avec des attaques particulièrement débridées? Je dirais que cette année, le national, ça a été une année un peu surprise aussi parce que, bon, il ne faut pas oublier que Grenoble et puis Strasbourg devaient en faire partie. Et puis avec tous les soucis qu'ils ont eu financièrement, ils se sont retrouvés en CFA2. Donc ça fait que cette année, le national a été beaucoup plus équilibré. Et puis beaucoup d'équipes pouvaient postuler pour essayer de monter. Et on le voit qu'une équipe comme Vannes, qui était professionnelle, n'est pas montée. Donc ça montre bien qu'il y avait des clubs considérés, entre parenthèses, amateurs pour certains, qui avaient de la qualité. Alors c'est vrai que les rencontres ont été assez ouvertes, ce qui a permis à beaucoup d'équipes de jouer, de prôner un jeu offensif. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts. On va voir le classement avec Nîmes qui finit avec 68 points. C'est mieux que lors de la montée en termes de points, lors de la montée du printemps 2008. Nîmes Olympique qui au finish, Patrick, on le voit, s'impose en tête de ce classement national alors qu'on se souvient que les choses étaient bien mal engagées en début de saison avec ces 3 défaites consécutives, les problèmes avec certains joueurs qui ne voulaient plus rester au club. Un point d'avance sur Niort, vainqueur à Ajaccio. Ajaccio qui finit sur la 3e marche du podium. Et finalement, Vannes et Épinal qui restent bien au pied du podium. Est-ce que vous êtes étonné par la saison du Gazélec sur l'ensemble de la saison, oui, parce que je ne les voyais pas du tout pour postuler à une place pour monter en Ligue 2. Alors ils m'ont étonné aussi parce que ils ont fait une belle carrière en Coupe de France en plus, parce que la plupart du temps, quand un club amateur comme ça participe à 2 compétitions, coupe et championnat, ils n'ont pas toujours l'effectif pour suivre le rythme. Et là, ils ont répondu présent sur les 2, même si ils ont perdu ce dernier match à la maison contre Niort. Ils avaient fait le plus dur la semaine d'avant, donc dans leur tête, ils étaient en Ligue 2. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été... ils ont lâché le match, mais c'est vrai que pour eux, ce qui était extraordinaire, c'était de monter, d'y croire et de monter en Ligue 2. Le plus dur était fait, et jusqu'à la dernière journée de Ligue 1, il y avait même le suspense de savoir si on n'aurait pas 2 clubs ajacciens en Ligue 2, puisque l'AC Ajaccio a miraculeusement gagné son match du côté du Stadium de Toulouse. Allez, 6e place, on va retourner au classement avec Rouen, 6e avec 60 points. 4 points d'avance face à Orléans, 5 points d'avance sur Colmar, 9e Fréjus avec 51 points. À 50 points, on retrouve Créteil et le Red Star, la région parisienne qui se maintient dans le ventre de ce classement national. Le Port-et-Survie, 49 points, 47 points pour Quevilly, 46 pour Cherbourg qui est à 14e. Luzenac apparaît au 15e rang avec 45 points. C'est 1 point de mieux que le Paris FC, 3 de mieux que Beauvais. Et puis la descente en CFA concerne Martigues, Besançon et l'Aviron bayonnais pour ce championnat qui aura été des plus disputés. On va revenir sur l'actualité de notre invité Victor Zwenka avec la présentation officielle qui s'est déroulée vendredi matin au stade des Costières. On va redécouvrir ces images ici du président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazo, s'installer à la tribune aux côtés du nouveau coach des Crocos. Présentation officielle qui s'est faite à la presse, toujours
beaucoup de solennité, de présentation. On redémarre une saison, on redémarre sur de nouvelles bases, en tout cas en termes d'encadrement de l'équipe professionnelle. On va écouter donc la première interview de notre invité Victor Svenka, interrogé à notre micro. Je suis sûrement l'entraîneur qui a le plus de vécu à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai eu une petite expérience, mais j'en ai eu quand même en Ligue 1. Mais bon, pour revenir donc à cette Ligue 2, c'est vrai que tous les joueurs, je dirais qu'à 80-90%, je les connais. Les équipes, naturellement, bon, je les connais par cœur aussi. Donc, pour moi, c'est avec plaisir donc, que je viens à Nîmes. Et j'espère que, au niveau de mon expérience pour les joueurs qui sont en place et naturellement pour le public, on sera à la hauteur de l'événement. Être à la hauteur de l'événement, ce n'est pas le premier club que vous faites, Victor Svenka. Comment on se prépare justement à une présentation officielle quand on arrive dans un club, en plus qui a quand même une histoire comme le Nîmes Olympique, et qui plus est qu'on sait qu'on va retrouver quelques noms de joueurs qu'on a eu sous ses ordres? Je dirais que pour moi, ça n'a pas été une chose très importante, puisque maintenant, vu l'expérience et puis le nombre de clubs où je suis arrivé, ça se gère. En voyant d'abord un petit peu l'effectif, en discutant un petit peu avec le président avant, parce que c'est vrai qu'il faut essayer de un peu mieux connaître un petit peu le club, savoir un petit peu comment les ambitions du club, et puis après voir un peu de comment est composé l'effectif. J'ai eu la chance de venir voir quand même 5-6 fois l'équipe de Nîmes, donc ça a été encore plus facile, même si la Ligue 2 et le National, je connais aussi, puisque j'ai été souvent voir des matchs aussi à Fréjus. Donc j'ai vu un petit peu toutes les équipes du National, donc je les connaissais. Et puis après, naturellement, depuis le temps que j'entraîne, c'est sûr qu'en arrivant dans un club, j'ai automatiquement, je dirais, au moins un joueur, si c'est pas plus, que je connais. Donc pour certains, ça leur fait plaisir parce qu'ils me connaissent. Donc ça se passe pas trop mal. Pour d'autres, ils me connaissent un peu moins. C'est vrai que c'est le nom, l'expérience et tout. Donc mais ça se passera super bien. Et puis pour moi aussi, parce que on m'a reçu superment bien. Les éducateurs que j'ai pu rencontrer dans le club, la même chose. Donc de ce côté-là, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Et je sais que tout le monde est derrière moi pour faire une grande saison cette année à Nîmes. Patrick. Ce que je voulais dire, il a raison, Victor, disons qu'il a une grosse expérience et d'avoir déjà vu un peu les éducateurs, il sait sur qui il pourra compter. Et c'est vrai qu'il n'aura pas une planche savonneuse derrière pour l'empêcher de faire son travail. Parce que on a beau dire, il a quand même fait énormément de clubs, il a gagné quand même la Coupe de France, il est monté, donc il a une grosse expérience. Je crois que ça peut être pour le club quelque chose d'intéressant pour faire passer un palier au niveau olympique et surtout pour s'incruster dans cette Ligue 2 et pourquoi pas, avec un petit peu d'ambition, un peu de réussite, titiller les premières places. Donc je crois que Victor, c'est vrai, beaucoup de sérénité, il va amener du calme. Et ça, c'est le métier, on peut dire. Quand on a fait énormément de clubs, après, on peut être surpris de personnes. Parce que quand on a fait son parcours à tous les niveaux, parce qu'il a joué à tous les niveaux, il a entraîné à tous les niveaux. Donc je crois que les joueurs n'auront pas de leçons à lui donner. L'expérience de Victor Svenka avec une belle Ligue 2, on l'évoquait tout à l'heure. Je vous propose de découvrir ces quelques tableaux pour faire plus ample connaissance avec les clubs que va rencontrer le Nîmes Olympique. Alors il y a des noms, messieurs, qui sont des habitués de cette Ligue 2. On pense au SCO d'Angers. Pendant très longtemps, on a parlé en Bourgogne de l'objectif maintien pendant près de 30 ans. Et bien malheureusement pour la JOCR, le maintien l'an passé n'a pas été effectif. Il s'est traduit par une descente en Ligue 2. La JOCR, qui sera le premier adversaire du Nîmes Olympique, en théorie le week-end du 27 juillet, descend en Ligue 2. La Berrichonne de Châteauroux, un nom de club qui sonne juste, j'imagine, à vos oreilles, Victor. Le Dijon Football Club et le Gazélec qui montent de national. Un premier mot tient sur ces trois équipes. C'est un juste équilibre, on va dire, entre les grands noms et puis aussi ces clubs de Ligue 1 qui, de temps en temps, sont amenés à passer à l'échelon inférieur. De toute façon, là, on regarde, à part le Gazélec, toutes les autres ont été en Ligue 1. Dijon et Châteauroux, petitement, une année. Les autres sont des grosses cylindrées, puisque ce sont des clubs qui ont
fait des résultats qui ont été de nombreuses années en Ligue 1. Bon, encore plus pour Auxerre que pour Angers. Donc ils auront, c'est vrai pour eux, la difficulté, ils vont appréhender quand même cette Ligue 2 parce que c'est vrai que quand tu passes autant de temps à ce niveau-là, quand tu redescends, tu ne te rends pas compte tout de suite que tu es malheureusement dans un autre championnat. Alors c'est vrai que pour le public, pour les joueurs, pour l'encadrement, ça va être de faire passer un message. Ça sera peut-être difficile dans les premiers mois. Donc ça sera aussi à nous, à ce moment-là, en rencontrant ces équipes-là, d'être fin prêt et puis d'être à la hauteur pour gagner ce genre de rencontre. Vous avez dirigé l'équipe de la Berrichonne de Châteauroux pendant plusieurs saisons, à deux époques d'ailleurs différentes. C'est un club qui fait partie des, on va dire, des clubs installés de Ligue 2. Donc vous connaissez bien le banc de Gaston Petit. Mais aujourd'hui, selon vous, la construction d'un projet sportif cohérent dans un club professionnel, ça passe par quoi? Quels sont les choix prioritaires? Disons que déjà, c'est donner une identité, je pense, au club. Et c'est ce qui m'a fait aussi choisir Nîmes. Parce que bon, il y a depuis de nombreuses années une identité ici quand même à Nîmes. Il ne faut pas oublier quand même que cette équipe, bon, c'est vrai que c'était l'ancien stade, j'en vois. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés, qui ont écrit une histoire. Donc nous, on va essayer, dans les années qui arrivent, bon, déjà pour l'année prochaine pour moi, de continuer à écrire justement une histoire, mais de garder un petit peu l'esprit et la mentalité de Nîmes. Je pense qu'il faut qu'à la maison, on soit avec un état d'esprit, avec un public, parce que bon, ça aussi, ça a compté pour moi, parce que je sais que c'est un public qui est assez chaud, exigeant, pas toujours facile, parce que bon, un peu comme tout public du Sud, c'est assez chaud. Donc ils aiment bien des joueurs qui se battent sur le terrain, qu'ils fassent le maximum. Si à la fin du match tu as perdu, mais que tu as donné le maximum, bon, ben, ils accepteront. Par contre, c'est vrai que si ils pensent un instant que l'équipe n'a pas fait le maximum, c'est plus difficile. Donc il faut donner une identité, et je pense que ça passe par le quotidien. Au quotidien, comme je disais l'autre jour, comme on s'entraîne, on joue. Donc il faudrait que les joueurs viennent à l'entraînement avec une certaine façon. Moi, je vais donner aussi le tempo par le travail que je vais donner, par mon expérience de cette Ligue 2, essayer de les aider pour qu'on puisse avoir une équipe qui soit vraiment compétitive et puis qui soit comme la ville de Nîmes voudrait avoir une équipe. Ça passe aussi par une appropriation des pleins pouvoirs sportifs concernant? Le plein pouvoir, je pense qu'avec le président, on a discuté ensemble. On est là tous les deux, lui aussi par son expérience maintenant de 10 ans de présidence. Bon, moi par mon expérience d'abord de joueur et ensuite naturellement d'entraîneur. Par mes réseaux que je connais aussi, par le nombre d'agents que je connais sur toute la France, même l'étranger, puisqu'on m'a téléphoné même cette semaine pour me dire, tiens, tu sais, tu es passé au Portugal, il y a peut-être des Portugais qui peuvent être, pourquoi pas? Moi, il n'y a pas de problème, si jamais on pouvait en trouver un, pourquoi pas? Donc, il y a aussi le fait qu'il y a certains joueurs qui ont été avec moi dans des clubs de Ligue 2, même de Ligue 1, qui sont aussi tentés par le challenge, parce que Nîmes attire les joueurs. Ils ont envie de venir jouer. Parce que pour un joueur aussi, de jouer tous les week-ends devant 8 à 10 000 spectateurs, c'est intéressant. Ils ont envie de participer à une aventure. Donc bon, c'est là-dessus qu'on va avancer. Je pense que d'abord, c'est un discours avec le président, des discussions avec le président. Je lui proposerai naturellement des noms. Je voudrais, lui, il va m'en donner aussi, puisque bon, il va avoir des coups de téléphone aussi. Donc on essaiera tous les deux d'avoir un maximum de rendez-vous et de discussions pour essayer de faire un bon recrutement, pour essayer d'améliorer cette équipe pour la Ligue 2. Donc, Victor, tu seras aussi un manager, tu vas faire manager et entraîneur, disons, non, voilà, c'est pour savoir un petit peu Aujourd'hui, mon titre, c'est entraîneur. Je crois qu'avec le président, on va se voir tous les jours, on va discuter, on va avoir des informations, on va les rassembler, on mettra, moi, comme je fais d'habitude, je fais des petites cases avec naturellement des joueurs et tout, et puis après, voilà, tiens, ce jour-là va correspondre à l'équipe que je veux mettre en place, on va jouer en 4-2-3-1, normalement, ou 4-3-3, c'est ce que, donc voilà, j'aurai tel côté, il me faut un ailier de débordement, de l'autre côté, il me faut un gars au milieu pour garder le ballon.
il me manque peut-être un joueur à tel endroit d'expérience, donc il faut peut-être se prendre. Donc voilà comment on va fonctionner avec le président. Je donnerai des noms, et puis après on fera une équipe pour que cette équipe de Nîmes soit la plus forte possible. Votre volonté est de garder un effectif aussi riche que ce qu'il est actuellement, ou bien il y aura l'obligation un petit peu de dégraisser? Aussi riche, bon, c'est vrai qu'il y avait, je crois, 24 ou 25 joueurs, donc c'est obligatoire, on va dire, que chaque année, il y ait des départs. Malheureusement, ça fait partie du jeu d'une équipe de football. Il y a des joueurs qui vont nous quitter, il y en a d'autres qui vont arriver, mais il y aura une grosse ossature qui restera. Une ossature avec peut-être un focus sur un poste en particulier sur lequel vous... Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il est important de faire un effort? Oui, je pense que déjà, on se rend compte que sur le côté gauche de notre défense, il n'y a pas véritablement de vrais gauchers pour jouer à ce poste. Parce que Pungier repart il repart à Bordeaux, il a été prêté. Je pense que c'est un joueur d'avenir, je l'ai vu jouer. Pour moi, à un moment donné, je me suis dit, on va peut-être nous le prêter. Mais quand j'ai vu dans l'équipe qu'un des jeunes de Bordeaux qui joue arrière gauche a signé à Évian, je me suis dit, aïe, 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 si Tremolinas se blesse, il n'y a pas d'autre solution, donc le petit va rester. Donc ça va être difficile pour nous. Donc il va falloir sûrement chercher à ce poste-là, même si on peut penser qu'un joueur ou deux peuvent dépanner. Je pense qu'il faut quand même un joueur au vrai poste. Voilà. Tout à fait. Bon, après, on verra sur le reste par rapport peut-être à notre côté gauche aussi offensif, parce que je suis aussi... je dirais, dans mon travail et dans la composition de l'équipe en général, j'ai déjà parlé dans l'équilibre, comme j'ai parlé avec le président, un droitier à droite, un gaucher à gauche. Donc à droite, c'est vrai qu'on a Bénézé, on a pourquoi pas Agui qui peut jouer. De l'autre côté, je pense qu'on a peut-être besoin d'un joueur qui soit un joueur d'expérience ou un joueur qui a déjà un vécu pour nous apporter peut-être sur le côté gauche. Pourquoi pas au milieu, quand je dis au milieu, c'est au milieu offensif, peut-être un joueur aussi qui nous apporterait une expérience de la Ligue 2, pourquoi pas de la Ligue 1. Et justement, sur les cas chauds, on va dire, Koné, Ogunbi, Bénézé, Poulain, est-ce que vous avez des garanties de les conserver ou moi, c'est clair, j'en ai parlé avec le président. On veut les garder. Voilà. Moi, je voudrais compter sur eux. Je compte sur eux. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y aura sûrement avec le président des discussions. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis l'entraîneur, je vois mon président, je lui dis, voilà, je veux les conserver, je veux qu'ils restent. Donc maintenant, ça va passer à l'autre étape. C'est le niveau sportif et après passe le financier. De l'autre côté, financier, sûrement de contrat, même s'ils sont pour les 4 encore sous contrat. Hein. Oui. Et un super, peut-être une grosse pointure éventuellement ou pas? Voilà, donc ça serait... Oui. On va essayer. On va essayer. C'est bon, on en a parlé un peu avec le président. Maintenant, c'est aussi comme toujours des discussions. Faut faire attention de ne pas trop parler non plus, parce que pas qu'on puisse à un moment donné qu'il puisse nous échapper. Donc on va essayer. J'ai déjà donné un coup de téléphone. Bon, on va attendre les réponses. On verra ça avec la présentation du budget, notamment qui passera devant la direction nationale de contrôle et de gestion, la DNCG, le 13 juin prochain, avec un budget qui sera sensiblement supérieur à celui de la saison qui vient de s'écouler, avec 9,1 millions d'euros présentés. D'autres tableaux avec d'autres clubs qui vont figurer cette saison en Ligue 2. Le Havre, le club doyen du football français, aux côtés du Racing Club de Lens, qui n'a pas connu la saison en Ligue 2 qu'il aurait souhaité. L'AS Monaco, désormais coaché par un certain Claudio Ranieri, qui va venir fréquenter le stade des Costières et le Nîmes Olympique qui ira du côté de Louis II au cours de cette saison 2012-2013. Le Football Club de Nantes qui poursuit son parcours en Ligue 2. Et puis les Chamois niortais, présents en National et qui seront cette année avec le Nîmes Olympique en Ligue 2. Ça fait partie aussi du bel écrin de ces équipes, Olivier, qui ont une identité de club de Ligue 1 et qui ne parviennent pas à remonter immédiatement. On pense à Nantes, on pense à Monaco. C'est surtout excitant pour les Nîmois. Jouer Nantes, on l'a déjà fait quand on était en Ligue 2, mais jouer Monaco, Auxerre, jouer Lens. Lens, c'est une institution, c'est énorme. Moi, je souhaite pour eux qu'ils remontent très vite parce qu'ils n'ont rien à faire là. Mais on a souvent dit aussi que Nîmes n'avait rien à faire en national pendant des années. On dit que Nîmes devrait monter en Ligue 1, mais après, c'est sur le terrain et Nîmes n'y est pas. Et quand je vois ces équipes-là, ça me fait de la peine pour eux, mais il va falloir qu'ils se reconstruisent pour justement mériter leur place en Ligue 1. En tout cas, ça fait chaud au cœur.
Je languis déjà d'être au Costières pour recevoir ces équipes-là, ça va être des grands moments. Et on rappellera qu'une certaine équipe nommée le Football Club de Metz va évoluer l'année prochaine en national. Après, en tout cas, ça va nous changer de forêt sur vie, assureur et compagnie. Même si on n'a rien contre ces clubs. Mais si on respecte Luzenac. c'est quand même plus excitant. C'est vrai que c'était beau. C'est plus excitant pour un joueur. Oui, même si ça permet de redécouvrir les charmes de la France. Je dois vous l'avouer. C'est l'équipe, mais bon. Allez, champêtre. un autre tableau de Ligue 2, la suite de la présentation de ces équipes avec Sedan, le Nîmes Olympique bien évidemment, le Stade Lavallois, là aussi un grand nom de Ligue 2, la Navarre de Guingamp que Victor Svenka connaît très bien pour avoir gagné la Coupe de France l'année du maintien du Nîmes Olympique, il y a déjà maintenant 3 saisons de cela, et le Stade Malherbe de Caen. On se dit aussi, Victor, en voyant ces noms-là, que ça va vraiment être du solide aussi en termes de confrontation. J'ai pas vu le dernier tableau, mais je pense qu'il n'y a que le Gazélec qui n'a pas été en Ligue 1. Je pense que toutes les autres équipes ont fait un passage des fois court, naturellement, pour certaines, mais bon, il y a quand même des grosses cylindrées. Laval a quand même joué, j'y étais, j'ai joué et j'ai entraîné Laval, en première division à l'époque pour le Stade Lavallois, c'était même qualifié en Coupe d'Europe. Donc c'était Michel Leminaire. Bon, ce que je vous disais, pour moi c'était une référence parce que j'ai travaillé 2 ans avec lui, on s'entendait bien tous les deux. Bon, il y avait des relations. C'est vrai que là, c'est là que j'ai commencé aussi dans le fait d'être entraîneur. J'ai compris que dans une équipe, il faut avoir 2-3 joueurs avec qui tu vas discuter, tu vas faire passer tes messages. Et je pense qu'avec Mimi, puisque je l'appelle Mimi, voilà, j'allais même chez lui. On discutait ensemble. J'étais le capitaine de l'équipe, donc on avait des relations particulières. Et puis c'est vrai que derrière, quand tu vas discuter avec ton entraîneur et puis que tu sens qu'il y a une confiance derrière, tu emmènes tous les autres. À l'époque, j'avais une équipe qui était assez jeune. On était 4-5 vieux briscards, mais il y avait quand même Tampé dans les buts, Krause avant-centre. Donc on était quand même Philippe Redon. Et puis derrière, il y avait des joueurs qui débutaient, qui allaient commencer leur carrière. Et donc le message était facile à passer. Et derrière, c'est vrai que tout est parti avec l'équipe. Les 2 années où j'ai passé à Laval, on avait fini 2 fois 5e. C'est plus jamais arrivé. C'était chaque fois la lutte pour pas descendre. Mais les 2 années-là, ça a été 2 années extraordinaires. Donc c'est vrai que ces équipes-là, ils ont connu aussi le national. Laval a connu le national. Et quand on connaît le national, on n'a pas envie d'y retourner. Donc on fait toujours le maximum. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs actuels de l'équipe de Nîmes, ils ont envie d'y rester en Ligue 2. Et puis il y a des jeunes chez nous aussi. Il y a des derrière, et il y en a notamment qui jouent en ce moment dans l'équipe, qui ont envie aussi d'écrire une nouvelle page de cette équipe de Nîmes. Des jeunes formés au club et qui signent leur contrat pro. On pense notamment à Mohamed Bourdain Ben Yahya qui va signer son premier contrat pro. On va regarder la dernière partie de ces équipes engagées en Ligue 2. Avec l'AC Arles, bien évidemment, présente cette année encore. Le Mans, le Tours Football Club, le Football Club d'Istres Ouest Provence, toujours fidèle au rendez-vous de la Ligue 2. Et puis Clermont Foot qui, pendant très longtemps, a cru finir sur le podium de Ligue 2. Ça fait 2 ans qu'il passe à... de rien. Les Clermontois ont évolué, un certain Nicolas Baillot, qui sont passés chaque fois au lié très près du bonheur. On se rappelle le match à Arles-Avignon où ça se jouait là. Il passe à 1 point à chaque fois, 1 ou 2 points de la montée. Disons qu'il va y avoir un championnat vraiment exceptionnel cette année. Je crois que depuis quelques années on le dit, mais là je crois que ça va être le top. Parce que quand je vois rien qu'aller à Lens, quand vous allez jouer à Lens, c'est quand même 20 000, il faut entre 15 et 20 000. Donc pour les joueurs, c'est formateur aussi. Déjà à Nîmes on dit 10 000, c'est beau. Quand vous allez là-bas, à chaque fois il y a au moins entre 15 et 20 000. Et il y a des supporters qui sont derrière eux, qui poussent. Je crois que ça peut faire qu'avancer aussi les joueurs, comme disait Victor, les jeunes joueurs qui ne connaissent pas cette ambiance, parce que pour l'instant, ils auraient éprouvé la plupart quand même des jeunes joueurs. Donc ça peut leur faire passer un palier et de se frotter à ces équipes-là et à ces stades et à l'ambiance surtout. On va voir si on est costaud. Le stade Bollard que les Nîmois avaient déjà fréquenté il y a 3 saisons de cela, lors du retour du Nîmes Olympique en Ligue 2. Les Lensois qui étaient venus au mois d'août 2008 dans des costières bondées, dans une époque sportive un petit peu difficile à l'époque pour Jean-Luc Vanouki, si mes souvenirs sont bons, avec une défaite à la clé à domicile. En tout cas, on espère que cette saison sera passionnante. Et la première journée de cette saison de Ligue 2 version 2012-2013 se déroulera le vendredi 27 juillet. Il faudra s'adapter au calendrier avec un démarrage du championnat un petit peu plus tôt. Et ce déplacement du côté de l'Abbé des Champs, c'est un nom qui fait rêver, ça. Moi j'ai joué en 76. Il y avait encore
Autour du terrain, il y avait une grande tribune. Il y avait les grands arbres que Giroud a fait couper pour faire ses tribunes après. Et c'est vrai que déjà à l'époque en Coupe de France, on avait été joué là-bas avec Marseille, Olympique de Marseille, on avait fait 0-0. Donc c'était déjà difficile pour nous. Ça sera pour cette année une autre aventure parce que bon, il ne faut pas oublier quand même la dernière journée. Donc je ne sais pas ce que la commission de discipline va décider. Ça aussi, aux incidents qu'il y a eu contre Montpellier. Donc on va attendre déjà. Bon, on va se préparer quand même pour aller jouer donc à Auxerre et puis ne pas avoir peur parce que bon, en fin de compte, c'est une équipe qui descend et nous qui montons. Donc c'est nous qui sommes dans la bonne dynamique. Donc à nous d'essayer de continuer. On voit les autres matchs Angers, Sedan, Châteauroux, Laval, Dijon, Guingamp, Ajaccio, Caen, Le Havre, Arles, Lens, Le Mans, Monaco, Tours, Nantes, Istres et Niort, Clermont Foot. Ouais. Belle première journée de championnat le 27 juillet. Messieurs, on va observer une courte pause et puis on va se retrouver avec l'une de nos rubriques habituelles, le décibelomètre. C'était le top but que nous vous proposions tout au long de la saison. Alors là, comme c'est un petit peu une émission de fin de saison, on vous a non pas compilé les 10 meilleurs buts de la saison, mais la totalité des buts qui ont composé cette rubrique. C'est un petit clin d'œil à tous les joueurs et tous les supporters, toutes les supportrices qui ont vibré pendant toute cette saison au Costia justement avec de très très belles réalisations. Courte page de pub et on se retrouve sur TV Sud. A tout de suite. Enfin une bonne situation. Et but de Issou Ouattara pour sa première entrée au Costière. Allez, c'est parti pour Corrèze. C'est pas trop mal frappé. Et but le doublé de Seydou Koné. Superbe passe de Corrèze qui a mis un ballon, il a mis une galette sur la tête de Koné qui double la mise. Ce garçon, Corrèze, a les pieds en or. Allez, Ogunbi, bien frappé. Eh oui, superbe but, Poulet. Pour les Limois, 2-0. 2-0. Sur ce beau corner de Ogunbi. Ogunbi est bien coupé par Poulet. Pour le capitaine Benoît Poulet. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné, il est face au gardien, but de Koné. Super but de Seydou Koné. Il est mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné. Steve Agui qui a marqué lui aussi un. Il a joué Corrèze. Ouais. Aïe aïe aïe. Allez, but le but Sissane avec un bon ballon redonné par Malik Sissane. Par Koné. Superbe but de Sissane. Goal de Malik Sissane. Au moment où on attendait le moins finalement. Ouais. Et le premier de sa saison, Malik Sissane qui vient récompenser un début de saison magnifique du milieu nîmois. Qui allait faire jouer le porteur. Allez Agui, c'est à toi de faire jouer. Maintenant Parpex. Parpex, c'est super de la part de Parpex, c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque son troisième but. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Voilà, c'est contré. Pas cette fois-ci. Ouais, le bon contre. Allez, il faut profiter de ce contre. Ogunbi qui élimine. Il va écarter, superbe, allez. C'est bien joué de la part. Ah, il n'a pas mené avec lui, c'est pas grave, il y a encore l'espace. Ouais, Benezé, il n'est pas hors jeu. Allez, il faut du monde à la surface. Là. Et c'est encore Diédiou qui sauve son équipe. Sur une tête plongeante, connaît la frappe à venir, enroulé.
Une lunette de la part de Ogunbi qui a bien roulé. But phénoménal. Superbe but. Et que c'est mérité. Bien mené. Et que c'est mérité. Un but à la Messi. Et c'est pas bon les clubs que ce soit Ogunbi finalement. Ouais. On sentait l'exploit individuel arriver quand même. Tu l'avais annoncé. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Kagi, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. Et c'est normal qu'ils sont sortis du groupe. Allez, attention sur cette revenir d'Ogunbi. La tête de Koné. Le centre et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là. Venu d'ailleurs. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Il est mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but. Superbe but. Largement mérité pour les Crocos. Ah oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son contre-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Premier poteau. Ah ouais, magnifique. Très très bien frappé encore. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas gagné au Costières. Avec cette équipe de Colmar. Oh, un superbe but de Koné. Oh là 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 là. Un frappe magnifique avec un pied gauche extraordinaire qui est allé enlever l'araignée, la toile d'araignée du but du gardien de Colmar. Quelle entrée en matière pour les niveaux 1. Oh là 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 là. Quel but, les filets, ça rappelle. Qu'est-ce qu'on voit comme joli but oh là 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 là. Vraiment, on ne pouvait pas commencer mieux. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très très bon début de match. Ah, il a envie, Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération et superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je ne crois pas que les Nîmois seraient. Ouais, Koné, quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Superbe but de Koné. Quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira sans eux. Énorme, signé Seydou Koné qui fait le but. Ah ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national, hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh, que c'est bien joué ça. Oh, que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Ouais. Oh, le but. Oh, le but exceptionnel de Parpex. Oh, le but de monsieur Parpex. Oh là là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait lu depuis le début de cette partie. Quelle construction.
Quelques-uns des 65 buts inscrits par le Nîmes Olympique tout au long de cette année et cette saison 2011-2012. Il y a eu du beau jeu et on le voit de très très belles finitions, Victor Svenka. Ah oui, il y a de très beaux buts. D'abord individuel. Bon, des gestes techniques, bon, Koné, on voit qu'il n'a pas terminé meilleur buteur pour rien. Il a su, bon, seul, marquer des buts, mais il a su aussi exploiter des centres, des remises. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu des belles actions pour tous ces beaux buts du national. Le classement des meilleurs buteurs, justement, avec Sédou Koné, celui qu'on a appelé ici même, en sa présence sur ce plateau, le Konéador de la saison 2011-2012, qui termine avec 21 buts. Steve Agui, deuxième avec 8 réalisations. Avec 7 buts, on retrouve Nicolas Benezé et Moritala Ogunbi. 3 buts pour Yacine Adou, 2 pour Habib Jean-Baldé, Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Renaud Ripard, Miodrag Stozic. Et une réalisation victorieuse pour Mohamed Bourdin Ben Yaya, Emmanuel Corrèze, Lamine Diarra-Souba, Abdelmalik Sissane, Wilfried Niflor ainsi que Youssouf Ouattara. Au total, 16 joueurs du Nîmes Olympique ont marqué au moins une fois cette année en championnat. Du côté des meilleurs passeurs, Moritala Ogunbi est premier avec 20 réalisations devant Nicolas Benezé, Sédou Koné avec 4, Steve Agui avec 3, une passe pour Mohamed Bourdin Ben Yaya, Emmanuel Corrèze, Abdelmalik Sissane, Jonathan Parpex, Sébastien Piocel, Benoît Poulain, Maxime Poungé, ainsi que Gaëtan Salaire, l'un des jeunes joueurs de cette équipe du Nîmes Olympique qui ont su se trouver une place au long de cette saison et qui ont su bien parfois pallier certaines absences du fait de nombreuses blessures. On le rappellera, Thierry Froger qui n'a pas été épargné dans la gestion de son effectif tout au long de l'année. Est-ce que vous avez été étonné, Victor Svenka, de cette grande pluralité dans le jeu de Moritala Ogunbi, de cette capacité à servir un grand nombre de ballons en or justement pour les joueurs? Disons que bon, Maury, moi je l'appelle Maury, parce que bon, je l'avais avec moi à Guingamp. Déjà chez nous, on ne pouvait pas dire que Maury était un buteur. C'est vrai que ça lui est arrivé quelquefois de marquer des buts, naturellement, mais c'était plus un joueur qui était capable de faire la dernière passe. Donc cette année en national, il a montré vraiment toutes ses qualités. C'est-à-dire que bon, c'est un joueur qui est même des fois trop collectif, parce qu'on pourrait lui reprocher qu'en arrivant dans les 20 derniers mètres, des fois, il prenne plus de risques. Il ne l'a pas fait. Cette année, il a su être, je dirais, très bon dans la dernière passe, qui a permis sûrement à Koné de marquer aussi beaucoup de buts. Moritala Ogunbi, qui est également le joueur le plus employé cette année par Thierry Froger, l'ancien coach du Nîmes Olympique, avec 3067 minutes de jeu en 37 participations. Il devance le capitaine Benoît Poulain, 2970 minutes. Troisième, Jonathan Parpex, qui, rappelons-le, a pris la place de Maxime Poungé dans le couloir gauche pour la fin de saison avec 2426 minutes. Quatrième, Vincent Carlier, le défenseur et vice-capitaine du Nîmes Olympique. Cinquième, le goléador Sédou Koné avec 2362 minutes. Voilà en ce qui concerne le temps de jeu des joueurs. Les choses ont pas mal évolué à Nîmes avec notamment un centre de formation du côté de la Bastide. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller visiter les installations? Ça aussi, c'est pour le recrutement et pour faire venir des joueurs qui sortent peut-être pour certains d'un bon niveau de Ligue 2 avec une grosse expérience, ou pourquoi pas la Ligue 1. Quand on va leur présenter le centre d'entraînement de Nîmes, ils seront étonnés. C'est des bonnes conditions, super conditions pour travailler. Les terrains sont en très bon état. Et puis naturellement les terrains synthétiques qui vont aussi de temps en temps aider, notamment l'hiver, quand par exemple il y aura beaucoup de pluie. Mais les conditions pour nous, l'équipe professionnelle, c'est bien, mais c'est super aussi pour les jeunes du centre de formation. Pour toutes les équipes de jeunes de Nîmes, ça leur permettra de travailler dans de bonnes conditions. On pourra sûrement sur le plan technique les faire travailler peut-être je dirais avec d'autres qualités que de seulement courir. On pourra les faire travailler avec le ballon parce que la pelouse d'abord sera plate, ça sera déjà bien pour eux. Et puis bon, pour ces jeunes, on pourra leur demander aussi de jouer au football parce que c'est vrai qu'on demande de plus en plus à ces équipes de faire tourner ce ballon, de trouver des solutions.
et ce qui leur permet aussi de s'améliorer sur le plan technique. Alors bon, ça me permettra aussi d'aller voir des matchs, puisque bon, c'est ce que j'ai fait dans d'autres clubs. J'irai voir un petit peu ces équipes de CFA2 d'abord, pour voir les jeunes qui y jouent et puis les pros qui ne joueraient pas. Et puis ensuite, dans les équipes de jeunes, des moins de 19 jusqu'au moins de 13, et ben, j'irai voir de temps en temps ces équipes pour voir s'il n'y a pas des joueurs qui peut-être un jour seront des joueurs de l'équipe première. Le centre de la Bastille de Patrick Chang qui va être au cœur d'un week-end des plus footballistiques, notamment à l'occasion d'un bel anniversaire. Oui, effectivement, samedi prochain, on fête les 30 ans de l'amicale et les 10 ans du tournoi. Et comme le disait Victor, on va jouer sur des beaux terrains, donc les vieux, en courant moins vite, ne pourront pas faire de fautes techniques, parce qu'on a la chance que le président Gazo nous mette à disposition les 2 terrains synthétiques. Et donc, je crois qu'il y aura les anciennes de l'OM, les anciennes de Saint-Étienne, Pont-Saint-Esprit, Beaucaire, les copains de Marseille. Disons qu'on a un plateau relevé. Et disons que la convivialité sera aussi présente cette journée-là, en sachant que c'est René Girard qui viendra vers 16h30, 17h, puisque c'est le parrain du tournoi, remettre les coupes et médailles. Et Adolphe Scherer, qu'il ne faut pas oublier, qui a été un grand joueur professionnel, qui a fait une finale du Coupe du Monde avec la Tchécoslovaquie. Donc chapeau à ces 2 anciens. Et puis bon, René, ça il fera un grand plaisir. Si Montpellier est monté, c'est grâce au Nîmois, donc aussi s'il est champion, je veux dire. Donc on prend un petit peu de la part de la réussite de Montpellier. Montpellier est monté grâce à Roland Courbis et est devenu champion de France grâce à René Girard, qui a lui aussi un croco sur le cœur et qui viendra quasiment voisin de Vauvert. Oui, tout à fait. Ouverture des portes à partir de quelle heure, Patrick ? À partir de 9h à 18h. Remise des récompenses à 18h. Et puis après, belle journée la soirée, 3e mi-temps. Du côté du domaine de la Bastide. Exactement. Voilà. Le message est passé. Victor Zbenka, tout au long de votre carrière, vous avez été amené à mener de nombreux groupes professionnels. Quelles sont les plus grandes joies que vous avez pu vivre ? À la finale de la Coupe. Hein. Parce que, oui, en 2009, la finale de la Coupe de France. Pourquoi ? Parce que pour un club de Ligue 2, aller déjà en finale, ça faisait 50 ans, hein, depuis que Le Havre a gagné en 59. Il n'y avait pas eu une équipe de 2e division qui avait gagné. Et puis bon, depuis très jeune, j'ai toujours eu un petit plus pour la Coupe. C'est vrai que ça m'attire, c'est quelque chose qui est un peu dans la motivation, un petit peu, je dis, ça dégage quelque chose. Vous l'avez gagné avec Marseille en plus. Je l'ai gagné aussi en tant que joueur avec Marseille en 76. Bon, j'ai vu que déjà en tant que joueur, ça représentait énormément. Bon, en tant qu'entraîneur, en plus de ça, j'ai resté sur une mauvaise impression, puisqu'en 2005 avec Marseille, avec Châteauroux, malheureusement, on était passé à la trappe contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception. Donc tu te dis, si jamais tu vas une 2e fois, si tu as la chance, parce qu'il faut avoir un peu de chance aussi en coupe. Là, on s'est servi, je me suis servi notamment de cette finale perdue pour essayer de rebondir et puis gagner celle-là. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'aussi on avait une belle équipe, on avait des joueurs qui avaient une grosse expérience aussi, qui avaient déjà eu un vécu, qui avaient déjà gagné aussi des coupes, qui avaient gagné des championnats, comme Matisse avec Auxerre, Oruma qui avait gagné, Basila qui en avait gagné aussi. Donc ça faisait quand même Eduardo qui en avait gagné aussi en Suisse. Donc ça faisait une équipe qui, sur la qualité, elle était là, elle a répondu présente. Et en plus de ça, on perdait 1-0, donc il a fallu avoir la motivation, l'envie de revenir au score et puis de la gagner. Donc ça a été pour moi sûrement une des plus belles. Et puis la montée en 1re division avec Châteauroux. Parce que quand on a été à Épinal à 3 journées de la fin et qu'on gagne 3-0, c'est ce jour-là qu'on est en 1re division. Alors quand on est arrivé à l'aéroport de Châteauroux, on ne pouvait pas sortir de l'aéroport. Tout le monde était là, presque, je ne dirais pas toute la ville, mais il y avait 2 à 3 000 personnes qui étaient là. Et c'est vrai que ça a été une fête incroyable à l'aéroport. C'est vrai que quand j'y repense, c'est vrai que ça me fait de temps en temps des frissons. Donc c'est les 2 moments qui, naturellement, en tant qu'entraîneur. Et puis, la première fois, naturellement, quand j'ai repris le Matra Racing, la 2e fois, pas la première fois, avec tous les grands joueurs qu'il y avait, avec Lilith Barski, Francescoli, Bossis, Olmeta, Fernandez, Germain. Il y avait vraiment une équipe. Et c'est vrai que quand tu entraînes ce genre de joueurs, en fin de compte, tu n'as pas grand-chose à leur expliquer. Ils savent tout faire. Il faut juste les mettre en condition et puis avoir leur confiance et pouvoir discuter avec eux. Et je pense j'ai passé 8 mois avec eux extraordinaires. Alors, il faut savoir profiter des grands joueurs, mais parfois, il faut savoir anticiper et flairer
les bons joueurs. Votre meilleur coup, selon vous, c'est le meilleur coup, c'est Dalmat. Le meilleur coup. Bon, il y a sur Barthès, parce que je l'ai fait débuter. À Toulouse. À Toulouse, c'était le 3e ou le 4e gardien. Bon, derrière Robin Huc et Olivier Pédoman, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, ils se blessent tous les deux. Bon, c'est vrai que je suis devant l'événement. Donc, allez, on le fait jouer. On va à Nancy, il prend un but en première mi-temps, un peu casquette. Bon, c'est vrai qu'à la mi-temps, je lui dis, écoute, c'est fini, on verra bien. Deuxième mi-temps, il nous sauve le résultat et puis on égalise. Et puis, il a fait, après, une série de matchs. Et c'est vrai que, comme il débutait, je me suis dit, allez, on va faire tourner, on va remettre Hugues dans les buts. Mais malheureusement, il y avait une défense qui était imprégnée de Barthès. Il sortait loin, il allait chercher les ballons, il soulageait la défense. Donc, Hugues a joué pendant 3-4 matchs. On est passé à la trappe, on a pris des buts et tout. Dans un match important contre le PSG, qui était télévisé à Canal, j'ai pris la décision de dire, voilà, Barthès, c'est fini, il va jouer, c'est lui, c'est le plus fort, c'est le normal qu'il joue. Donc, je l'ai imposé. C'est vrai que pour moi, ça a été difficile après à Toulouse, parce que lui qui était copain avec plusieurs joueurs, ça a été difficile. Mais Barthès, avec la carrière qu'il a faite derrière, pour moi, j'avais raison 1000 fois. Ouais, voilà. Bon, après, pour Dalmat, pourquoi? Parce qu'il avait envoyé un petit CV. Et puis, on a fait un petit stage pour les petites demandes, pour les demandes de joueurs qui venaient un peu de partout. Et puis, il est venu. Quand je l'ai vu la première fois s'entraîner, j'ai noté, on s'est réunis avec quelques éducateurs, puisqu'on était 5 ou 6. On a dit, celui-là, on le prend tout de suite. On le fait signer, il ne rentre même pas chez lui, on le fait signer tout de suite. Donc, on l'a fait signer. Et c'est vrai qu'1 an et demi après, en étant passé de la CFA2 directement, il est passé en Ligue 1. Il est passé derrière, après, naturellement, en international espoir et tout. Et puis, même si il lui manque la dernière match, je pense qu'il lui manque l'équipe de France A, parce que malheureusement, il n'a pas passé. Mais quand je vois la carrière qu'il a faite, notamment l'Inter de Milan, en étant pendant plusieurs années titulaire, faire demi-finale de la Champions League avec l'Inter de Milan, il a quand même fait une belle carrière quand même si elle n'est pas terminée pour l'instant. Et votre carrière à vous, maintenant, elle va se traduire du côté du Nîmes Olympique avec une préparation, un stage début du mois de juillet, c'est cela? Alors, on est en train, quand j'ai été désigné pour être entraîneur, je me suis mis tout de suite à la recherche d'un stage puisqu'il n'y en avait pas de prévu au départ. Donc, moi, je suis toujours pour amener les joueurs, de le sortir de leur cadre du club, les emmener, la plupart du temps à la montagne parce que ça permet au groupe d'être ensemble. Il fait un peu plus frais, on peut travailler 3 entraînements par jour, donc on peut travailler plus facilement pour la récupération et tout. Donc dans les 48 heures, on saura exactement, ça va se faire entre fin du mois de juin, début juillet, mais ça sera plus vers la fin du mois de juin parce qu'on recommence quand même le championnat le 27 juillet. Donc le stage, il faudrait qu'il soit terminé vers le 4-5 juillet au plus tard. Avec combien de matchs amicaux à peu près? Normalement, c'est prévu 5. Et justement, la question importante, je pense qu'on allait l'aborder, c'est votre staff. Quel sera votre staff pour la saison prochaine? Le président on a avancé, le président dira et fera le discours pour nommer les personnes qui ont été choisies pour travailler. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans les discussions qu'on a eues avec le président. Et on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission la semaine prochaine pour le dernier numéro de Croco Hebdo version 2011-2012. Merci beaucoup Victor Zwenka d'être passé par Télésud pour bien évoquer cette saison à venir. Merci Patrick, merci Olivier. Merci. On sera avec vous du côté de la Bastide samedi toute la journée. Et puis on sera aussi très attentif au mercato, à l'intersaison, la préparation de cette belle saison qui se prépare pour les Crocos nîmois. Merci de votre fidélité à Croco Hebdo. Rendez-vous l'année prochaine pour la dernière de l'année et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.